Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1074 de One Piece. Le titre Mark III. Est-ce que c'est une ref à Iron Man et son armure? Peut-être, étant donné que je vous le dis, l'armure d'Iron Man à un moment, c'est l'armure Mike III il me semble. So, maybe. Les amis, je suis ravi de vous retrouver. Excusez-moi pour le retard. Cette vidéo sort mardi. C'est tout simplement qu'il y a Hogwarts Legacy qui est sorti et que je le ponce en stream depuis une semaine, depuis sa sortie, et que tout simplement, voilà, je n'ai plus de vie sociale, je n'ai plus de vie. J'adore le jeu, je suis accro, je suis addict au jeu. Et du coup, le chapitre est sorti et j'ai pas eu le temps, j'ai pas pipé, j'étais voilà, donc c'est ma petite excuse, vous le savez, souvent en plus je suis en retard, mais c'est comme ça, hein, vous m'aimez comme je suis. Les amis, chapitre 1074, un chapitre assez intéressant, pas mal de trucs développés, c'est un chapitre avec un bon flashback au milieu, c'est un truc où il y a pas mal de choses qui arrivent tout de même. C'est pas mon chapitre préféré d'Egghead, mais c'est quand même un chapitre qui est assez intéressant. Alors j'ai comme d'habitude pris mes notes, et on peut déjà commencer par parler par la cover qui est assez intéressante, étant donné qu'on va tout simplement retrouver et voir Judge, César et Queen qui se foutent sur la gueule parce que ils cherchent à être le numéro 2 des maths. Assez intéressant parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent être numéro 2 pour être plus proche de Vegapunk? Est-ce qu'ils veulent numéro 2 pour avoir une notoriété supérieure aux yeux du monde, etc. C'est assez intéressant de se poser la question. Moi je pense que vu les trois zigotos, ils en ont rien à foutre de Vegapunk, ou alors ils veulent être près de lui, mais surtout pour profiter de l'intelligence de Vegapunk, mais surtout ils veulent la notoriété, ils veulent être reconnus, etc. Derrière, on découvre tout de suite pourquoi le chapitre s'appelle Mark III, étant donné qu'on va découvrir des nouveaux pacifistas qui sont assez stylés. Moi, j'ai quand même assez du mal avec des pacifistas. Faut pas oublier que, en fait, les pacifistas, c'est une arme très puissante, mais contre des pirates assez puissants, c'est pas une arme efficace. C'est-à-dire que, on se rappelle de Shabondi, les premiers pacifistas pouvait vraiment faire du mal au Mugiwara. Bon, mais Luffy, quand il revient de post-ellipse, à Shabondi, que ce soit Zoro et Sanji ensemble ou Luffy tout seul, ils explosent le pacifista. Alors là, on est sur un nouveau pacifista qui tout de même a une évolution, étant donné qu'on voit qu'il a une sorte de bouclier. Alors c'est un bouclier un peu bulle, un peu comme si c'était flasque, un peu comme de la gelée ou du slime. C'est assez particulier et assez stylé en réalité. C'est pas un fruit du démon, je pense. Je pense clairement pas que c'est un fruit du démon. Parce que bon, vu qu'on est dans One Piece, on pourrait se dire il a rajouté avec l'ADN au pacifista les pouvoirs du fruit du démon, parce que vous savez ils ont le laser de Kizaru. Là je pense pas, j'ai plus l'impression que ça serait une sorte de bouclier lié peut-être à un matériau ou un élément qu'on connaît pas encore ou qui nous a pas encore été développé. Ce qui est sûr, c'est que les agents du CP qui combattent ce pacifista Mark III précisent que c'est tout de même le bouclier le plus puissant et le plus efficace que Punk ait inventé pour l'instant. Et c'est assez intéressant parce que ça veut dire que c'est quand même un bouclier qui serait, selon eux, peut-être plus résistant que le Dome Frontier. Donc, à voir. Même si en fait le Dome Frontier n'est pas un bouclier, c'est plus comment dire, une limite à ne pas dépasser, sinon tu te fais caraméliser quoi. D'ailleurs, on apprend derrière que en voyant Sentomaru, parce que en fait les agents du CP font la réflexion de oui, mais c'est les pacifistas, ils ont besoin d'un ordre pour faire des actions. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, mais forcément, Sentomaru, on le connaît depuis longtemps, et celui qui est celui qui tout simplement a une autorité sur les pacifistas. Donc en fait rien d'étonnant de le voir être celui qui donne des ordres pacifistas, même si tout de même on peut voir qu'il est dans un sale état quand même. L'outil l'a laissé dans un sale état et qu'il est vraiment beaucoup blessé. Mais on voit qu'il sent que la marine le considère comme un trait maintenant, qu'ils l'ont déjà classé dans cette zone, et donc il dit bon ben fichu pour fichu. Les 50 pacifistas Mark III que j'ai, ce qui n'est pas beaucoup en réalité, 50 pacifistas, hein, c'est pas énorme quoi. Je veux dire, est-ce que 50 pacifistas Mark III, tu les fous devant Shanks, tu les fous devant Barbe Noire, tu les fous devant Luffy, devant ah bah c'est qui le dernier empereur? Shanks, Barbe Noire, Luffy, et c'est qui le dernier? Bah merde.
Ah mais c'est Baggy, putain. Oh putain, c'est vrai que Baggy est devenu un empereur, j'avais oublié. J'avais oublié. Donc peut-être Baggy, mais tu les mets devant ces mecs-là, et est-ce qu'ils en ont peur en fait? Tu vois? Est-ce que 50 pacifistas, même des Mark III, c'est si, tu vois? Est-ce que c'est si impressionnant? C'est une question que je me suis posée. Donc on peut voir qu'il y en a 50 et il dit bon ben fichu pour fichu, maintenant que je suis considéré pour un traître. Allez, pacifista, le dernier ordre que je vous donne, c'est vous protégez Luffy, il faut que Luffy puisse se barrer avec Vegapunk de l'île, et surtout vous protégez Vegapunk qui est celui qui vous a créé en fait, et qui est celui qui a donné la vie à plein de choses ici. Et d'ailleurs on voit que les pacifistas sont en mode ok, ils sortent de leur capsule, ce qui est assez stylé en réalité. Putain, je suis désolé, je sais pas pourquoi je baille. C'est très souvent comme ça quand je tourne, on va savoir. Derrière, on retrouve Luffy et les Mugiwara. On voit que Luffy a cassé ses chaussures. Moi, je pense que du coup, en fait, vu comment ça c'est dit, c'est que tout simplement Luffy, pendant le combat avec Lucci, a pété les chaussures en fait. Et alors, en plus du combat, plus le fait qu'il a couru comme un dératé derrière pour rattraper Bonnie, rattraper Vegapunk, et qu'il a couru pendant... En fait, c'est-à-dire que Luffy a quand même enchaîné un combat à très haute intensité en Gear 5 pour se taper un sprint d'un marathon derrière. Et en fait, il a pété les chaussures. Alors, c'est assez rigolo parce que c'est un chapitre où il y a beaucoup d'humour quand même glissé par Oda, et ça fait plaisir. On voit qu'il fait une réflexion en disant j'ai pas de moyen de rembourser les chaussures, alors ne dis pas que je les ai cassées, machin. Mais en fait, il est surtout crevé parce qu'il a couru, quoi. Et en plus du Gear 5, parce que, à mon avis, c'est pas que courir, c'est-à-dire que Luffy est encore dans une phase de transition avec le Gear 5, comme ça a pu être avec son premier Gear Third, où il devenait tout petit, le Gear Second qui l'essoufflait, qui lui prenait toute son énergie. En fait, Luffy a des transformations qui sont énormément énergivores, c'est-à-dire que tant qu'il ne le maîtrise pas à 100%, et c'est en fait ce qui se passe avec le Gear 5, parce que les gens qui pensent que Luffy aujourd'hui maîtrise son Gear 5, non les gars, non, pas du tout, pas du tout. Il sait l'utiliser, et il l'utilise très bien parce que c'est en lui, c'est ancré en lui, c'est sa folie c'est toute cette joie, cette folie qu'il a en lui qui lui permet d'être ce Gear 5. Mais il ne le maîtrise pas amplement, son éveil c'est encore quelque chose. Il faut bien se rendre compte qu'on est sur un mec qui pense avoir un Paramecia, qui a en fait un Zoan, et qui vient d'éveiller un Zoan, alors qui a en plus un Zoan particulier, qui lui permet d'avoir, contrairement à des Zoan qui sont purement le sien, il lui permet d'avoir des capacités en plus d'être... c'est un délire ce qu'il a éveillé, et donc ça l'épuise. Donc la course plus le Gear 5 et le combat contre Luchi à haute intensité, ça l'a épuisé en fait. Derrière, on voit qu'en fait Vegapunk ils le cherchent toujours, en fait ils l'ont toujours pas retrouvé, et même pire que ça c'est qu'ils l'ont perdu, c'est-à-dire qu'ils ont aucune idée de où est le Vegapunk. On voit d'ailleurs Shaka assez drôle qui dit regardez en fait avec l'écran que j'ai là on peut surveiller tout le labo et voir toutes les salles. Et on voit les Mugi et Luffy qui est derrière en mode mais tu te fous de nous en fait, t'aurais pu depuis le début le surveiller, savoir où il est. Sauf qu'on verra plus tard qu'en fait Shaka nous apprend, c'est dit plus tard, c'est que tout simplement l'attaque des Séraphins a fait énormément de dégâts au laboratoire. En fait, physiquement, c'est vrai que quand on regarde les cases d'Oda, on se dit pas hein, le laboratoire est complètement détruit. Mais en fait, si, il a pris énormément de dégâts. C'est-à-dire que les communications avec les Dendenmushi caméras sont dysfonctionnelles. Le Dom Frontier est dysfonctionnel parce qu'il nous dit voilà, il y a un problème, vous pouvez plus sortir, si vous sortez, vous vous faites dérailler. Donc du coup, vous pouvez pas rentrer non plus. Enfin, c'est la merde. Les Séraphins ont vraiment foutu la merde. Donc voilà. Ensuite, on a cette page avec Zoro qui a Stussy et Brook. Alors Zoro, mais il faut parler de Zoro, mais quel charisme. Ce mec est incroyable. Non, je suis désolé, Zoro a un charisme de dingue. Et ben voilà, en fait, Oda, bravo à toi. J'ai envie d'avoir la figurine de Zoro en tenue d'Egghead. Et même peut-être, si j'en ai les moyens, j'aimerais beaucoup avoir juste tout l'équipage en tenue d'Egghead. En fait, c'est beaucoup trop classe. Je suis désolé. Alors il y en a, j'avoue, la tenue de Brook, j'aime pas. La tenue de Jinbei, j'aime pas. La tenue de Franky, j'ai un peu du mal. Mais néanmoins, Robin est trop classe, Zoro est trop classe. En fait, ceci est classe. Luffy, ça va, c'est ok. Enfin, il y a quand même des persos qui s'en tirent très bien dans cet arc, et Zoro s'en tire très très bien. Je voulais faire la remarque. Je vous parle souvent du fait de Karo, de Yamato, de Vivi. Bon, ceci dans le chapitre commence à vraiment avoir des intercations avec les Mugi,
avoir des petits plans avec, des petits plans avec Zoro, des petits plans avec Sanji. J'aimerais bien qu'Oda nous refasse pas une Vivi, une Carotte ou une Yamato. C'est-à-dire que j'en ai un peu marre d'avoir des femmes Mugi qui ne sont pas sur l'équipage. Pourquoi je dis ça? Moi, je considère, c'est personnel, que Vivi, Carotte et Yamato sont des Mugi à part entière. C'est-à-dire que elles ont toutes les trois, en fait, j'ai réalisé qu'elles ont toutes les trois, en fait, pas pu prendre la mer parce qu'elles ont une tâche à accomplir, un rôle à accomplir. Nous avons par exemple Vivi, qui ne peut pas prendre la mer alors que c'est une Mugi à part entière avec Kalou, parce qu'elle est princesse du royaume d'Alabasta et qu'elle doit être aux côtés de son père pour son royaume en fait. Elle a ce rôle-là et elle ne peut pas s'y résigner, elle n'y arrive pas, elle a l'amour de son pays, elle fait le choix de ne pas continuer l'aventure avec les Mugi, parce qu'en fait c'est complètement ça qui se passe. Vivi, souvenez-vous, elle fait partie des Mugi, les Mugi lui disent tu fais ton choix, soit tu restes, soit tu pars, nous on part là. Elle vient, elle leur dit au revoir d'une manière très triste, il lève le poing, souvenez-vous, avec la marque, le tatouage, la croix, et voilà. Et Vivi est une Mugi qui ne peut plus continuer l'aventure avec les Mugi. Carotte, c'est la même chose. Pour moi, mes yeux, c'est la même chose. Elle part de Zou. D'ailleurs, souvenez-vous qu'à Zou, il y a une scène où elle demande à Luffy de faire partie de l'équipage. Important de ne pas l'oublier parce que cette scène existe. Et donc, la scène où elle dit, où elle existe, où elle demande à Luffy de faire partie de l'équipage a une importance, ok? Elle va voir Pedro mourir, elle va avoir une aventure avec les Mugi longue contre un empereur, même contre 2 empereurs, parce qu'elle va faire la guerre aux côtés des Mugi contre Big Mom, contre Kaido. Sauf qu'à la fin, quand elle peut reprendre la mer, quand elle peut reprendre l'équipage, il y a Lemmings qui la mettent sur le fait accompli de tu peux devenir reine de Zou, tu peux avoir cette autorité-là, d'être celle qui réunit le soleil et la nuit, le jour et le coucher, enfin le jour et la nuit. Donc elle a encore un rôle important à tenir. Et en même temps, on a Yamato, qui, malgré le fait qu'elle est celle, au final, avec Vivi entre Vivi et Carotte, qui a eu le moins de temps avec des Mugi, elle a un lien très fort vis-à-vis de Luffy, étant donné qu'elle a un lien direct avec Ace. Elle a un lien direct avec Ace et elle combat auprès de Luffy, elle a des interactions avec lui, avec tout le monde. Et elle ne peut pas prendre la mer alors qu'elle veut elle veut être une Mugi, tu vois, elle veut. Et d'ailleurs, Luffy n'est pas contre. Donc, elle veut être une Mugi, et pour moi, elle est une Mugi, sauf qu'elle ne peut pas venir. Pourquoi? Parce que en tant que spirituellement Oden Kozuki, en tant que elle a cette, si vous voulez, elle a ce truc de protéger Wano, quoi. Elle sait que Momonosuke n'est pas assez fort, que Wano est trop faible, et elle ne veut pas prendre le risque de voir enfin Wano, qui est tout ce que son père voulait. Enfin, son père, pardon, pas son père voulait, mais tout ce que Oden souhaitait, tout ce que des samouraïs qui lui ont sauvé la vie souhaitaient et sont morts pour, elle veut pas que ça s'effondre juste après que ça soit arrivé. Donc elle décide de rester sur Wano. Et donc ça fait encore une Mugi qui ne vient pas prendre la mer parce qu'elle a un rôle à tenir, une tâche à accomplir. J'aimerais que ceci, s'il nous la développe, parce que ça ne me dérangerait pas de voir ceci dans l'équipage, les gars, pourquoi pas. Je pense que niveau histoire, il y a moyen qu'elle nous il y a moyen qu'elle s'intègre, je pense. Mais s'il te plaît, Oda, arrête de nous mettre des Mugi. En plus que moi, je fais partie des gens qui pensent que l'équipage a absolument besoin de personnalités féminines parce qu'on a trop de mecs par rapport aux meufs. Je trouve qu'il y a un déséquilibre qui se fait et que c'est dommage parce qu'il pourrait y avoir des meilleures interactions, je pense, s'il y avait d'autres femmes à bord. Qui en plus remplissent des rôles importants. Sur Carotte à la vigie, ou Yamato en tant que combattante, ou Vivi en tant que Mugi dans le groupe des un peu nuls à chier qui sont Nami et Usopp. Mais voilà, enfin, s'il te plaît, Oda, ne nous fais pas une 4ème Mugi qui pourrait s'intégrer et que tu vas nous débarrasser quand on va laisser Vegapunk sur une île, tu vois, ça me ferait chier. Voilà, donc petit aparté pour vous parler de ça. Derrière, la double page est magnifique avec tous les Mugiwara, c'est incroyable, il y a plein de détails, on voit Nami qui frappe Lucci, et à côté d'elle, si vous faites attention, il y a Robin qui est en mode « Oh, arrête !» et parce que Nami, elle a toujours pas digéré et oublié tout ce que ces salopards ont fait à Enies Lobby contre Robin. On a Luffy qui fait un signe peace à Atlas qui est enfin réparé. On a Usopp qui discrètement derrière Shaka
regarde les trucs en mode ah, qu'est-ce que c'est que cette technologie, qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que je pourrais apprendre des trucs pour peut-être améliorer des trucs sur les armes de Nami ou sur les miennes, tu vois. On voit Sanji qui, comme d'hab, il est complètement émerveillé par la grande York qui passe là. Elle est immense et il est comme ça en mode oh, elle est magnifique. Et puis pareil, quand il voit ceci, il est en mode oh. Voilà, on a du Sanji et en fait, ça fait super plaisir en fait, parce que des scènes comme ça de vie des Mugi, on en a plus depuis. En fait, on en a plus autant qu'avant. One Piece, avant l'ellipse, on en avait plein des scènes comme ça sur le bateau, entre l'équipage, où on les voyait vivre ensemble, on les voyait s'engueuler, on les voyait se protéger, on les voyait boire le thé, manger ensemble, se casser la gueule ensemble. Enfin, ça a apporté une vitalité qu'on n'a plus depuis l'ellipse, parce que il y a d'autres choses qui arrivent, et que beaucoup de fois Oda nous sépare les Mugi, et d'ailleurs il va encore le faire, parce que c'est plus facile sûrement pour lui de gérer tout l'équipage en les séparant. Mais au moins là, il va le faire dans le chapitre, après nous avoir mis une scène de vie, et ça fait plaisir quoi. C'est-à-dire que tu les revois séparés, tu te dis ok, mais j'ai une petite scène où on les a vus ensemble, une petite scène où on les a vus se chamailler, où on les a vus avoir. C'est des petits trucs qui font qu'on est en mode oh l'équipage quoi. Euh, D'ailleurs, pour revenir, du coup, vous souvenez-vous, je vous ai parlé de Chaka qui, du coup, disait à un moment dans le chapitre, on y est bien, que les Séraphins avaient absolument, avaient vraiment endommagé le labo. Je trouve ça très intéressant qu'Oda ait mis une conséquence à l'attaque des Séraphins. Il aurait pu ne rien en faire et juste faire une attaque des Séraphins pour une attaque des Séraphins. Non, là, ça a une conséquence directe par rapport à l'œuvre, par rapport au monde et par rapport à ce qui se passe, et c'est super cool en fait. Moi, je trouve ça super cool. Je crie pas au génie, je dis juste, c'est cool qu'il n'ait pas fait, nous ait pas mis les Séraphins en avant en les faisant attaquer le labo pour juste le faire. Non, ils l'ont fait conséquence, tu vois. Voilà, donc on apprend, comme je vous disais, que le dôme frontière il est bloqué, que la surveillance complète elle est défaillante, que les Dendenmushi c'est la merde, etc. Bon. On apprend d'ailleurs au même moment que par Chaka qu'il a indiqué au personnel, donc aux scientifiques, ainsi que vu les Vegapunk qu'on a devant nous et vu ce qu'il dit, on peut supposer que Lilith, Edison et Pythagore sont partis avec les scientifiques à la recherche de Vegapunk originels, donc de Stella, dans le laboratoire, et qui les a envoyés patrouiller. Au même moment d'ailleurs, du coup, une partie des Mugi dit bon, on va aussi se mettre à la recherche de Vegapunk. On a Nami donc qui est la première à prendre ce pas-là, et on voit que Brook va la suivre. Est-ce que Jinbei va la suivre? Je sais pas, mais Brook en tout cas fait la remarque qu'il va la suivre. Derrière, on a Stussy, elle aussi, qui dit qu'elle est assez inquiète de pas savoir où est Vegapunk, et donc elle va se mettre à sa recherche. Et on a ce fameux Sanji Canario, le canard de service, qui l'accompagne. C'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que il faut pas oublier tout de même que Stussy est la plus belle réussite en termes de clonage de Vegapunk, c'est-à-dire qu'il a réussi à parfaitement donner la vie à un clone, enfin je sais pas trop comment le dire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que Stussy est un clone, mais est un être vivant à part entière, quoi. Vous voyez ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire qu'il a réussi contrairement aux clones de Judge, qui eux n'ont pas, ils vivent pour mourir, quoi. C'est de la chair à canon, ils ont pas. Stussy, elle peut avoir des sentiments, elle peut avoir des émotions, elle peut avoir des états d'âme. Voilà, pour ça. Et à côté, on a quand même tout de même la plus belle réalisation de Judge, qui est Sanji, parce qu'en réalité, et d'ailleurs Judge l'a compris, c'est que Sanji est le Germa où Judge a réussi le plus à modifier scientifiquement son enfant en fait. C'est le Vinsmoke réussi en fait. C'est l'expérience réussie de Judge sur ses enfants scientifiquement dans les modifications. Et donc c'est assez intéressant de voir les deux ensemble partir, parce que ceci à mon avis elle sait, vu qu'elle est du CFA Paul 0 et qu'en plus elle était à Totland, donc elle sait parfaitement que c'est Vinsmoke Sanji. Elle peut très bien faire une remarque à Sanji pendant qu'on les voit ensemble sur Judge, etc., et sur ce qu'elle sait des Mads. C'est important de le dire. Joro il veut aussi aider, mais là c'est assez drôle parce qu'encore une scène de vie, on voit Sanji, Chopper, Robin qui sont en mode non,
non, surtout pas. Déjà on cherche un mec qui est perdu dans un laboratoire. Si toi en plus tu te mets à sa recherche, on va te perdre toi. Et donc après il faudra te récupérer, c'est hors de question. Assez mignon le petit cœur de Robin. Enfin bon, ma théorie sur les couples cachés de One Piece, ça c'est très personnel, mais je n'y reviendrai pas. Robin Zoro. Bon bref. Ensuite, on a cette magnifique case avec Luffy et Zoro, quand même, il faut en parler, assis sur le canapé. Alors, on a toujours Luffy qui est complètement crevé de sa course et de son combat contre Lucci. D'ailleurs, Zoro lui fait une petite remarque en lui disant putain, t'es vraiment crevé, hein, quand même, hein. Et Luffy qui lui dit non, non, mais moi je fais jamais les choses à moitié. Ce qui est vrai, en vrai. Hein. On sait que Luffy est comme ça, hein, il fait jamais les choses à moitié. Donc voilà, on a assez cool ce panel du coup où ils sont assis sur le canapé avec Lucci et Kaku qui sont devant eux en piteux état, un peu évanouis quoi. Et cette référence à Water 7 Iceberg, c'est assez cool. Koda y pense à nous le faire parce que il aurait pu ne pas l'écrire cette petite case ces petites cases où ils font une référence à Water 7 et Ines Lobby, mais c'est trop cool en fait parce que Water 7 est une île et on y reviendra plus tard à la fin du chapitre, est une île qui a énormément de respect finalement via Iceberg et via les Charpentiers pour Luffy et pour son équipage. Derrière, on fait un retour sur Bonnie, qui est tout simplement dans les souvenirs de Kuma, dans les souvenirs de son papa. Et on voit tout simplement que Kuma, dans son dos, sur son petit veste en haillon, son petit a un symbole. Je vous l'ai refait, alors c'est du peintre, me faites pas chier. C'est un symbole de dragon céleste, les gars. Tout simplement. Alors, il est pas très bien fait, mais voilà, le symbole ressemble à ça. C'est clairement un symbole de dragon céleste qu'il a imposé. Alors, ça a pas l'air d'être ancré en tatouage sur lui, ça a l'air d'être imposé sur son vêtement, ce qui signifierait que c'est un esclave à ce moment-là. Ce qui serait en fait logique étant donné qu'on voit les deux personnes qui le rattrapent et qui le retrouvent, qui ont l'air dans un piteux état, vu leur dentition qui a l'air pas très bon état, à mon avis, ce sont aussi des esclaves. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que on voit que Kuma il pleure, il est dans un piteux état, il est sûrement battu et d'ailleurs il va se faire battre après. Parce qu'en fait les autres disent si tu ne reviens pas là où tu ne veux plus revenir, on est tous morts. Et c'est très clairement des putains de dragons célestes en fait. On est tous esclaves, si toi on te ramène pas, on va tous mourir. Si on n'arrive pas à te ramener, nous on nous a donné la mission de te ramener, tu sais, ils vont nous châtier, on va mourir. Donc s'il te plaît, rentre avec nous parce que sinon, on va tous mourir parce que tu t'es enfui. Et en fait, il faut le prendre comme ça. Et en fait, le problème c'est que Kuma, là, ceux qui lui parlent, ça a l'air d'être des adultes alors que Kuma est un enfant. Et donc Kuma en tant qu'enfant, non, il ne veut pas retourner. Sauf que eux, les adultes, eh ben, c'est leur vie qui est en jeu. Et donc ils le battent pour le ramener de force en fait. Pour se sauver parce que c'est horrible en fait, c'est horrible et c'est tout ce que Oda est trop fort pour nous mettre dans One Piece, c'est que des gens sont là. One Piece est un manga pour les enfants, mais clairement pas. Le One Piece est un manga qui traite de racisme, qui traite de sexisme, qui traite de l'esclavagisme, et on est encore en plein dedans là. On est encore en plein dedans là sur l'aspect psychologique d'un enfant, des adultes qui veulent se sauver leur vie et vont jusqu'à battre un enfant pour sauver leur vie parce qu'ils sont des esclaves et qui cherchent par tous les moyens de survivre à cette condition horrible, tu vois. Et Bonnie qui se rend compte de ça, c'est horrible. D'ailleurs, on voit que c'est des dragons célestes parce qu'on voit la coiffure, vous savez, une sorte de grosse houppette là. Ils ont pas de casque néanmoins, c'est assez intéressant parce que ça peut amener la petite théorie de God Valley. Voilà, mais je suppose que tout le monde a un peu tilté ça. Mais donc ils ont pas de casque et c'est eux qui arrêtent les autres esclaves en leur disant arrêtez de le battre, arrêtez tout de suite. Donc what the fuck quoi. Donc ensuite on voit Bonnie qui sort de la bulle, mais what the fuck quoi. Juste cette bride de souvenirs de Kuma, c'est une dinguerie quoi. Et en fait, 100%, moi je suis 100% persuadé qu'en fait Kuma était un esclave enfant des dragons célestes. Et ça tient encore plus la route parce que les dragons célestes, souvenez-vous combien de fois on les a vus être des salopards avec les races qui sont un peu particulières. Il y a pas longtemps à Wano, on a vu ce qu'ils ont fait à King. À Sabondi, souvenez-vous, les dragons célestes qui étaient en mode oh, une sirène, oh, c'est rare, je le veux dans ma collection, je le veux avec moi. Voilà, donc en plus d'avoir des esclaves, ils aiment bien collectionner les races un peu différentes, ces salopards. Et il y a pas longtemps, on a appris quoi? Que Kuma est d'une race différente, donc je suis persuadé que c'est un lien, quoi. Et c'est horrible. Et c'est horrible parce que voilà, Kuma, alors on sait toujours pas quelle race il est, mais
Et Kuma a été un esclave à cause de ça, quoi. C'est sûr, quoi. Comme King, parce qu'il était lunarien qui l'ont étudié, comme les sirènes. C'est une horreur, tu vois. Et d'ailleurs, moi je suis persuadé qu'on est à God Valley pour un truc très simple. God Valley, la vallée des dieux, c'est tout simplement l'endroit où à la base les dragons célestes s'étaient foutus post siècle oublié. Et en fait, c'est pour ça que l'incidence qu'il y a eu là-bas et tout, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que c'est une attaque directe sur la vallée des dieux. C'est pour ça qu'ils ont pas de casque. C'était la terre pure pour eux, tu vois. Et donc quand ils ont dû s'exiler de cette terre pure, ils ont foutu un casque pour faire genre oui, l'air est impur ailleurs de God Valley. Connard. Bon, je m'en fous, mes vidéos sont pas monétisées, je peux te dire des insultes. Donc voilà, enfin. C'est assez fort, je trouve, quand même, ce flashback. Ce que fait Oda est quand même assez fort sur Kuma, etc. D'ailleurs, on voit Bonnie qui est très impactée par ce qu'elle a vu, et c'est normal, hein, c'est normal. Mais tout de même, il faut qu'elle reparte et elle re-rentre dans la bulle, parce qu'elle est en mode, si je veux comprendre mon père, il faut que je sache la vérité. Je dois savoir, en fait. Je ne peux plus rester dans le déni, dans l'ignorance, en fait. Et moi, je suis persuadé, je vous le dis, je suis persuadé qu'en fait, Kuma se sacrifie pour elle. Je suis persuadé. Parce que Kuma est d'une race particulière, donc Bonnie est forcément d'une race particulière. Dans tous les cas, même si elle est qu'elle est métissée et qu'elle est de la race de Kuma plus d'une simple humaine. Ok, mais dans tous les cas, elle a des gènes de cette race particulière. Et donc, si on voit qu'ils ont fait de Kuma un esclave, on peut être sûr qu'ils ont peut-être étudié ses gènes, qu'ils ont peut-être étudié sa race. Peut-être que Bonnie quand Bonnie est né, etc., et que peut-être que le GM a voulu faire des trucs avec Bonnie et qu'il s'est sacrifié pour la protéger, tu vois. Enfin, je suis persuadé qu'il y a un truc comme ça, en fait, et que Kuma s'est sacrifié pour Bonnie. J'en suis persuadé, et qu'on va avoir encore une fois un rapport père-fille, en mode le papa se sacrifie pour sa fille, et ça sera très beau. En tout cas, c'est mon hypothèse. Derrière, on retrouve tout simplement Pythagore qui est en train de faire les recherches dans le laboratoire et qui recherche Stella, donc Vegapunk. Et là, waouh! Alors, j'ai eu un sentiment très particulier avec cette case. Cette obscurité derrière Pythagore m'a mis un peu des frissons. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai senti une aura pas bonne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand j'ai vu cette case, je me suis dit, et que je l'ai vu se faire attaquer, je me suis dit, wow, là il y a une aura qui me plaît pas. Là, ça pue. Ça pue vraiment. Tu vois? Et donc, on voit Pythagore qui se fait attaquer. Et le petit détail que j'ai envie de noter, c'est le fait qu'on entende quand même des tac, tac. En fait, des pas très lourds dans les Vegapunk. Je vous ai dit que dans ceux qui sont partis, il y a Edison, Lilith et Pythagore. Si je devais parier sur une personne, parce que je vois tout le monde dire oui, c'est Shaka, il va falloir m'expliquer comment Shaka, qui est avec les Mugi dans la salle, a réussi d'un coup à se téléporter derrière Pythagore pour l'attaquer. Bon. La personne qui est en train d'attaquer Pythagore, je pense que c'est Lilith. Si ça doit être une Vegapunk, je pense que c'est Lilith, c'est la colère. Je pense qu'elle n'est pas contente de comment se déroulent les trucs. On a vu dès le début de Egghead qu'elle n'a pas la maturité pour tout comprendre. Là où Shaka, souvenez-vous, était en mode attention, Zoro, là il peut te foudroyer, ne sous-estime pas ce sabreur, ne sous-estime pas Neko Robin à côté. Elle a aucun... C'est la colère, quoi, Lilith, quoi. Et elle a aucune... elle se remet pas en question, elle a pas ce côté réfléchi, quoi, je trouve. Donc pour moi, c'est celle qui rentre le plus dans la case. Et sinon, parce que je pense qu'en fait, c'est aucun des punks. Et bien, hâte de voir qui a attaqué les punks, qui est dans le labo et qui a réussi à... Est-ce que c'est pas un autre agent du CP? Qui sait en vrai? Qui sait? Who knows? Mais voilà, assez intriguant, et comme je vous dis, j'ai assez kiffé cette case qui m'a mis un peu des frissons, où j'ai vraiment ressenti dans l'ombre ce côté très oppressant, obscur, en mode méchant, tu vois. Donc hâte de voir qui ça va être dans le prochain chapitre. Et derrière,
pour finir ce chapitre, les amis, et cette critique analyse, on arrive sur Morgans, dans son ballon gonflable, là, son dirigeable, et qui encore une fois manipule l'information, pour cette fois-ci pour le gouvernement mondial. On voit d'ailleurs qu'il dit qu'il manipule l'information contre une récompense. Et tout simplement, il va manipuler l'info pour faire croire au monde que Luffy a attaqué Egghead pour enlever Vegapunk, et donc ça va forcément faire du bien au gouvernement mondial, parce que Vegapunk est quand même un scientifique du gouvernement qui aide au niveau de l'énergie beaucoup de pays. Et donc les pays vont se dire, mais putain, il nous fait chier ce pirate, voilà, c'est comme ça qu'il va aider le gouvernement en manipulant l'info. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ça fait un peu référence, souvenez-vous, alors ça remonte, mais à Alabasta, quand Smoker, son honneur lui disait que putain ça le faisait chier qu'on mette la marine, parce qu'en fait c'est ce que dit Morgan, c'est qu'il va dire que la marine est en route pour libérer et rentrer dans une guerre totale contre Luffy pour sauver Vegapunk, se donner la bonne conscience, se donner la bonne figure. Et en fait ça fait référence à ce que disait Smoker à Alabasta, qui disait putain mais c'est pas nous qui avons sauvé le pays, au contraire on a vraiment été des merdes quoi, on a vraiment été des merdes à Alabasta, on a vraiment pas aidé ce pays, ce royaume, et heureusement que Luffy était là quoi, et Smoker était un de ses marines, souvenez-vous, qui était en mode putain mais voilà, et en plus on voulait le récompenser et tout, on voulait lui donner des prix, mais il était en mode mais non en fait je n'en veux pas machin, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est assez intéressant. C'est aussi assez intéressant parce que ça nous prouve une chose très importante les amis, qu'il ne faut pas oublier, c'est que le savoir et l'information est un pouvoir extrêmement puissant. Beaucoup de gens sous-estiment ça, mais avoir possédé le savoir, c'est un pouvoir immense. Que ce soit dans notre monde actuel, réel, ou dans les œuvres fictives. Quand tu as le savoir, tu peux influencer la vie des autres, tu peux influencer et imposer des choses aux autres via ton savoir. Vraiment. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est que Morgan impose son point de vue à énormément de personnes alors que c'est des conneries quoi. Et il se fait payer par le gouvernement mondial. C'est le gouvernement mondial qu'on parle, alors que c'est comme putain d'oiseau dans un truc gonflable. Mais il est tellement il influence tellement le monde avec ses conneries que le gouvernement mondial lui-même a besoin de lui, tu vois, tellement il a une puissance via l'information, tu vois. Et alors d'ailleurs, c'est là où Oda est très fort, c'est que je vous parlais de One Piece qui n'est pas un manga pour les enfants, qui parle d'esclavagisme, de racisme, etc. Mais là, Oda, je vous en ai parlé plein de fois dans cet arc des woke, de tout ce qui est woke, la désinformation, les théories du complot. Mais en fait, c'est tout simplement ce qu'il nous dit encore une fois. C'est-à-dire que là, il nous fait passer le message, c'est message fort, de faire attention à notre génération qui arrive, qui est vachement dans la recherche du buzz, de la fake news, de la manipulation d'infos, et voilà. Et en fait, c'est un vrai message par rapport à notre monde, parce que ça existe vraiment dans notre putain de monde en fait. Et c'est en train de prendre une trop grosse place, la fake news, le buzz, la recherche continuelle, de faire du clic en racontant des conneries, tu vois. Et c'est là où d'ailleurs c'est très drôle de voir Vivi, du coup, on redécouvre en fait et qu'on s'aperçoit qu'elle est vivante, on sait enfin qu'elle est vivante, qui lui dit mais tu dis de la merde, genre le film ne serait incapable de faire ça. Et la réponse de Morad c'est mais je m'en fous. Je m'en fous. Moi, mon but c'est pas de dire la vérité. Mon but c'est de foutre le bordel, d'agiter le monde. Je veux juste foutre la merde, créer le conflit. Et en fait, c'est ce que font les connards qui manipulent l'information et qui font du buzz avec le clickbait, etc. dans notre vraie vie, tu vois. Tu vois, c'est des mecs dans la vraie vie qui créent des amalgames en sortant des infos bidons, tu vois, pour foutre le bordel et créer les tensions entre nous, tu vois. Et en fait, c'est un message fort qu'il nous faut à la fin de ce chapitre. J'ai vraiment apprécié ça. C'est vraiment pour moi ce qui fait que One Piece est une œuvre, en plus d'être un shonen neketsu, tu vois, une œuvre vraiment particulière à mes yeux, parce que il y a tous ces messages très forts de Oda, humains, sur la science, le racisme, l'esclavagisme, l'information, sur plein de sujets, qui est très 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 bien écrit, et c'est très fin, très classe, et tu ne te rendras pas compte en le lisant en tant qu'enfant et peut-être adolescent de ces messages, mais en lisant en tant qu'adulte, tu te rends compte. Moi, par exemple, j'étais un tout jeune adolescent, époque homme-poisson, je n'avais pas vu toutes les références à drogue, à l'addiction, au racisme, etc. Et c'est en grandissant, en devenant un jeune homme, que je me suis rendu compte de waouh! Mais cet arc des hommes poissons est super en fait, parce qu'il parle de tellement de choses importantes et donne tellement de messages subliminaux pour les jeunes. C'est incroyable.
Donc voilà, vraiment ça c'est une des forces d'Oda. Et pour finir, ben voilà, on se rend compte que Vivi est en vie. Notre chère petite Mugi Vivi est en vie. Et d'ailleurs, elle ne peut plus revenir au royaume. Donc elle n'a plus qu'une porte de sortie. L'équipage. Je dis ça, je ne dis rien parce que je vais être très clair. Je vois tout simplement pas comment Vivi, elle passe la fin de son aventure avec Luffy. Avec Wapol et Morgans. Par contre, que Vivi, la première Mugi, souvenez-vous de ce que je vous ai dit en début de critique, la première Mugi qui n'a pas pu continuer l'aventure soit la première à revenir pour qu'ensuite ça soit Carotte, Yamato qui reviennent avant la grande guerre finale. Oh les Fields quoi. Donne-moi ça Oda en fait. Je t'en supplie. Donne-moi ça. Donne-moi le retour de Vivi. Donne-moi la guerre finale avec ce panel avec Vivi, Yamato, Carotte, Robin, Nami et tous les Mugi putain. Et où je me dirais mais incroyable quoi. Putain. Le roi des pirates Monkey D. Luffy, et ben oui, sur sa route, il a dû laisser des compagnons, et il les a récupérés, ils sont de retour. Et le seul pauvre compagnon qu'on a perdu, c'est le Merry. C'est ce pauvre petit Vogue Merry, mais il est là dans notre cœur, et son âme, j'en suis persuadé, était aux côtés de l'âme du Sunny. Donc voilà, et pour finir, bah on a tout simplement Wapol qui est là, et qui est extrêmement paniqué de se faire supprimer par le gouvernement mondial, qui est quelque chose de très intéressant comme petit point, parce que vous pouvez être persuadé que Wapol c'est comme le demi-frère ou le frère là, de Sabo, c'est un débile qui pensait que je suis à la rêverie, je suis un des rois du gouvernement mondial, tout va bien, je ne risque rien. Je pense qu'en fait lui, comme Vivi, c'est les deux qui ont eu la malchance, la chance parce qu'ils se rendent compte du truc, mais t'as compris, d'assister à l'assassinat et de se rendre compte de l'assassinat de Cobra par le gouvernement mondial, et que là il est en mode merde, en fait, en tant que roi affilié au gouvernement mondial, je peux vraiment me faire assassiner. C'est vraiment la merde, en fait, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on a la petite phrase de Morgane qui dit à Vivi, t'as pleuré pendant longtemps. Bah oui, elle a pleuré son père, logique. Donc voilà. Donc super chapitre. Je finis la critique analyse sur ça. J'ai hâte d'être au chapitre 1075 parce que j'ai hâte de tout ce qui va arriver, Et comme je vous dis, bah voilà, hâte d'être à la suite, les amis. J'espère que cette critique analyse vous aura plu. Vous pouvez regarder la dernière critique analyse en cliquant là, vous abonner en cliquant ici, et surtout n'oubliez pas, si vous voulez me suivre dans l'aventure Hogwarts Legacy sur Twitch, tous les jours je stream mon aventure magique, donc vous pouvez me rejoindre sur twitch.tv/TheChoupex, le lien dans la description. Salut tout le monde, à très vite pour le chapitre 1075. Salut tout le monde, ciao ciao, bisous bisous, ciao.